D'abord, quand on dit le numérique, il faut définir ce qu'on entend par le numérique, parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois. Le numérique, il est non seulement dans la vie, mais il est la vie des élèves et des étudiants qu'on accueille aujourd'hui. À ce titre, faut-il ou non le faire rentrer massivement dans les établissements de la maternelle au supérieur? À mon avis, oui, et 10 fois oui. Pourquoi? Parce que ce soit la sociologie de la culture ou la sociologie du travail, on voit très bien que quand un nouvel outil, un nouveau dispositif apparaît, il y aura des divergences d'utilisation et que ces divergences sont très marquées par le milieu auquel on appartient. Vous pouvez aller voir du spectacle vivant, c'est pas la même chose d'aller voir, je ne vais pas citer de nom, voilà, d'aller dans certaines grandes salles du théâtre subventionné ou d'aller voir des spectacles très grand public et un peu vulgaires dans un palais des sports ou un zénith quelconque. Vous pouvez avoir des livres chez vous, c'est pas la même chose d'avoir des livres publiés dans la collection blanche de Gallimard ou des romans de très grand public, etc. Le numérique, c'est pareil, il y a différents usages du numérique. Ma première conviction, elle est là, c'est que si l'école par laquelle tout le monde passe ne fait pas ce travail d'explication des enjeux du numérique, de l'utilisation du numérique, de voilà, tout ce qu'on peut faire avec, toutes les questions que ça pose, on va passer à côté de quelque chose de fondamental et qui va accroître les inégalités qui existent déjà. Et vraiment, quand je dis numérique, c'est pas ça peut se faire sans écran. Les chauffeurs de taxi aujourd'hui sont impactés par le numérique. Bon, c'est pas dans leur voiture. Si, ils ont un GPS, mais je veux dire, c'est parce une économie nouvelle, une offre nouvelle émerge et que ça bouleverse le modèle économique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le deuxième volet de ma réponse. Je pense que vont émerger des propositions avec des nouveaux modèles économiques et pas forcément de nouveaux modèles pédagogiques, mais l'industrialisation de modèles pédagogiques existants, en gros tous ceux qui sont centrés sur l'apprenant, donc sur l'élève, sur l'étudiant, et que le numérique permet cela. La télé ne le permettait pas. La télé, on restait dans l'idée, c'est un récepteur. Le numérique, c'est un émetteur aussi. On peut écrire sur un smartphone, on peut écrire sur une tablette, on peut échanger, on peut communiquer, on peut faire un tas de choses qui sont au cœur de la relation pédagogique. Voilà, donc oui, je pense que non seulement il faut mettre du numérique dans les établissements, mais je pense en plus qu'il pourra dans les... allez, je ne vais pas donner de délai, on va dire dans les années à venir, modifier profondément le paysage de l'enseignement. Dans le supérieur, c'est en cours, et je pense que ça va arriver dans le scolaire. J'ai choisi le mot tsunami, je dis que c'était du marketing, mais quelque part j'aime bien, parce que le tsunami c'est quand même dévastateur, quelque part. Et donc on dit oui, le modèle économique, donc d'accord, mais ce qui m'intéresse c'est plutôt le modèle pédagogique. On voit par exemple vous citez des exemples américains, le tutorat. On ne peut pas imaginer que l'école, même premier degré, second degré, on va arriver à ce type de modèle parce que quelque part, avec les MOOC ou du learning management en réseau, l'efficacité, à l'école privée, vous citiez ça aussi, on ne va pas avoir une transformation. Le modèle va avoir besoin de moins de profs, peut-être des tuteurs qui vont associer les profs, une réorganisation de l'école telle qu'on la connaît, les classes de 30, et on les aligne tous comme dans les anciennes casernes militaires. Est-ce que ce tsunami-là, il va aussi impacter les choses? Face au mammouth, hein, le mammouth c'est lourd, mais un tsunami c'est aussi costaud. L'image du tsunami, d'abord je l'ai emprunté au président de Stanford qui avait fait un article sur le digital tsunami il y a quelques années, qui avait été un article important dans la réflexion sur le numérique dans l'enseignement supérieur. C'est une métaphore, alors voilà, on peut dire c'est dévastateur, oui, parce qu'on a tous Fukushima en tête malheureusement, qui a été un drame terrifiant. Il y a des tsunamis qui arrivent sur des plages où il n'y a personne et ça régénère complètement la nature. Il y a aussi toute une vision, notamment japonaise, du tsunami comme une onde et une puissance régénératrice et l'émergence d'un nouveau monde. Et puis le tsunami, on peut être sous la vague, c'est assez désagréable, on peut être dessus aussi, on peut surfer dessus. Donc il ne faut pas uniquement voir le tsunami comme quelque chose de dévastateur. Mais c'est vrai que si on vous prévient qu'un tsunami arrive, que vous êtes au bord de la plage et que vous ne bougez pas, là ça peut faire extrêmement mal. C'est à mon avis un péril qui menace un certain nombre d'établissements et de systèmes qui s'appuient sur des choses standardisables et reproductibles. C'est-à-dire que la machine, mais que ce soit la moissonneuse-batteuse ou la machine dans une usine, ce qu'elle fait, et aujourd'hui les algorithmes, ce qu'elle fait très bien, c'est de reproduire des tâches qu'on peut séquencer facilement et qui justement ne relèvent pas de l'artisanat mais de l'industrie. Bon. Tout ce qui touche à la relation pédagogique, tout ce qui touche à la relation humaine, la machine aujourd'hui ne sait pas le faire. Je dis aujourd'hui parce qu'aux États-Unis, ils sont dans leurs idées de transhumanisme et d'homme augmenté ou de machine avec une conscience. Bon, moi, c'est pas mon approche, si vous voulez. Donc pour l'instant, la machine
n'en est pas là. Donc oui, je pense que ça peut réinventer profondément les choses. On est dans une pédagogie, on est quand même, notamment dans le secondaire général et au collège, sur des programmes qui ont été figés grosso modo fin 19e, début 20e. Pour le 21e siècle, c'est un peu compliqué. On est sur une pédagogie qui est héritée en gros de pédagogie inventée dans les collèges jésuites il y a 4 siècles. Et récupérée ensuite par la République. Bon, pourquoi? Parce que c'est pratique, ça fonctionne. Pourquoi on enseigne sur des séquences de 45 ou 55 minutes? Je veux dire, il n'y a aucune étude scientifique au monde qui prouve que c'est plus efficace qu'une séquence de 22 ou de 72. Enfin bon, voilà. On est dans un système qui est aussi un système de contention des corps, de contention des esprits. On essaye de trier, on met des notes. Moi, je pense, si vous voulez, que ce système ne bouge pas tant que la commande politique ne bouge pas et que la commande sociétale ne bouge pas. Et c'est un vrai obstacle pour le numérique. Les gens sont attachés à ce système majoritairement, je crois qu'il faut l'entendre. Mais si des propositions alternatives émergent, et il y a un problème économique pour qu'elles émergent, mais si elles émergent, peut-être qu'un autre monde peut apparaître et commencer à trouver sa place. Pardon d'être un peu théorique, mais paradoxalement, je suis théorique pour rester dans le réel. C'est-à-dire pour ne pas faire comme si, parce qu'on peut faire des choses merveilleuses avec le numérique, tout le monde va adhérer du jour au lendemain et se dire mais oui, on va faire de l'évaluation par les pairs, mais oui, on va apprendre collectivement, mais oui, on va faire du design thinking ou que sais-je. Non, aujourd'hui, la majorité des gens n'en veulent pas de ces pédagogies-là, hein, numériques ou pas numériques. Dernière petite chose, est-ce qu'on peut avoir une opposition entre le public et le privé? On voit de plus en plus d'initiatives dans les écoles privées qui ont un peu plus de liberté, quelque part d'organisation, par rapport à un schéma beaucoup plus public avec tous les freins que vous avez cités, on ne va pas forcément les citer, les syndicats, machin, les freins institutionnels. Est-ce que c'est pas le danger? On a un peu ça dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a une privatisation très rapide de l'enseignement, parce que c'est un danger, une opportunité, ça c'est politique quelque part. Mais est-ce qu'en France, c'est pas ça qui va arriver au bout d'un moment? Si, je pense que le privé a un boulevard. Et quand je dis le privé, je ne pense pas au privé sous contrat, qui est entièrement contrôlé par l'État, et dont les enseignants sont payés par l'État, avec une sorte de système parallèle, parapublic au fond, hein, le privé sous contrat. Je pense bien au privé. Si, je pense qu'il a un boulevard, et s'il réussit, il va y réussir sur ce qu'il y a au cœur de la proposition du service public, sur le côté méritocratique et la note. Pourquoi? Parce que quand vous avez aujourd'hui 90% ou 92% de réussite au baccalauréat S, il n'est pas extrêmement... il n'est pas ahurissant de penser qu'un établissement privé pourrait obtenir absolument le même résultat, voire un peu plus, avec une offre payante, mais une organisation radicalement différente. Typiquement, beaucoup d'insistance sur le présentiel, des profs tuteurs ou des tuteurs tout court, une attention à l'élève beaucoup plus importante et un système pédagogique qui en même temps les préparerait aux rigueurs de l'enseignement supérieur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit bien que le choix, pas de la majorité, mais quand même d'énormément de bacheliers aujourd'hui est d'aller vers des voies sélectives pour lesquelles il faut donc se préparer. Aujourd'hui, le lycée prépare à une partie de ces voies sélectives, en gros celles qui se déroulent au lycée, les prépa, les BTS, mais pour toutes les autres, ils ne préparent pas. C'est-à-dire, le lycée ne vous aide pas à faire un dossier pour rentrer en DUT, à passer un concours d'une école d'ingénieur, une école de commerce, ou même de faire votre dossier pour rentrer dans une bilicence à l'université. Et oui, je pense que sur un ressort, un levier qui est celui-ci, il y a une place pour des propositions privées, que si le public ne s'en préoccupe pas et ne s'en préoccupe pas rapidement, dans 20 ans, on se réveillera dans un monde extrêmement différent. Dans 20 ans, parce que les choses ne se feront pas en un jour. Mais 20 ans, c'est extrêmement rapide quand on y réfléchit. Hein. Je rappelle juste qu'Amazon, qui est familier de tout le monde aujourd'hui, a été créé en 97.